Nos prédécesseurs évolués voulaient que nous observions les étoiles. Ils voulaient que nous comprenions que les vibrations et les fréquences électromagnétiques produisent des poches de sonoluminescence dans les eaux du dessus. Ils nous le faisaient remarquer parce qu'ils voulaient que nous sachions que l'eau était la clé pour débloquer le véritable potentiel de l'énergie électromagnétique. Ils voulaient que nous sachions qu'une fois exploitée, l'énergie électromagnétique éthérée pouvait être fusionnée avec l'eau afin d'être stockée et distribuée, et qu'une fois produite, l'eau pouvait être manipulée, améliorée et élevée à un niveau de nouvelles possibilités grâce à l'utilisation des vibrations, des fréquences et du son lui-même. Leur civilisation dépendait de l'industrie, de ce que nous appellerons les eaux vivantes. Leur avancée technologique leur a permis de transformer la Terre entière en un réseau électrique. Mais ce réseau n'était possible que grâce à l'eau. La civilisation du futur était un monde d'eau électromagnétique. Les canaux ne sont pas un grand secret. On en trouve partout dans notre monde, aussi bien les grands que les petits. La plupart des grands canaux autour de notre Terre sont reliés à l'océan. L'eau salée est un excellent conducteur d'électricité. Le chlorure de sodium est ionisé. Nous avons le canal de Corinthe connecté à la mer Égée. Nous avons le canal de Panama qui relie les océans Atlantique et Pacifique. Le canal de Suez est relié à la mer Méditerranée. Et le canal Don-Volga relie la mer d'Azov, la mer Caspienne et la mer Noire aux principaux réseaux océaniques. Tous les canaux construits avant les années 1920 n'ont pas été construits par nous ou par ceux qui figurent dans les livres d'histoire. Nous en avons hérité. Et si le récit officiel nous dit que le Don-Volga a été achevé dans les années 1950, sa construction a en fait commencé au XVIe siècle. Tous les récits entourant la construction de ces canaux sont purement inventés. Et je vous montrerai comment bien plus tard dans notre voyage. Une fois que vous commencez à prêter attention, il devient évident que la plupart des continents et des pays présentent une combinaison de canaux et de rivières qui s'étendent sur la totalité du territoire. Les citoyens de l'Ancien Monde ont utilisé les océans et les rivières pour créer un réseau de voies navigables interconnectées afin de fournir de l'eau à toutes leurs zones d'habitation. Afin de passer les sections difficiles et de maintenir l'approvisionnement, ils construisaient des aqueducs et des viaducs. Parfois, ceci était construit dans le but de dynamiser l'eau lorsqu'elle passait à travers et dans les différentes zones. Et c'est pourquoi beaucoup étaient conçus avec des structures incurvées symétriques. Les Romains n'ont pas construit ces structures. L'infrastructure entière de tant de villes de notre monde est conçue autour de systèmes de canaux. Regardez Amsterdam d'en haut. Les lignes géométriques précises du réseau ne sont pas des routes, mais des canaux. Et le seul but était de fournir de l'eau d'une zone à une autre. L'eau était stockée et manipulée à des fins diverses dans des réservoirs, des châteaux d'eau, des stations de pompage, des citernes et d'autres structures. L'eau servait également à assurer l'équilibre nécessaire. Un réseau complexe de production, de distribution et de consommation électromagnétique générait beaucoup de chaleur et de magnétisme. L'eau assurait non seulement l'équilibre du diamagnétisme, mais veillait également à ce que l'ensemble du réseau ne surchauffe pas. Lorsque l'on regarde tous les magnifiques générateurs et autres instruments de puissance de l'Ancien Monde, on trouve toujours de l'eau à proximité ou des restes de stockage d'eau. Parfois, celle-ci est principalement cachée sous terre. Beaucoup ne se rendent pas compte que de nombreux systèmes et réservoirs dits victoriens circulent très loin sous un grand nombre de nos villes. Et d'autres fois, il s'agit d'un élément caractéristique central de ces structures. Un exemple en est ce que les contrôleurs ont redésigné comme étant les douves des châteaux. Le réseau d'eau électromagnétique n'était pas seulement une version énergisée de ce que nous connaissons déjà dans nos villes et villages. C'était beaucoup plus. C'était bien plus magnifique, impressionnant et futuriste que ce que nous pouvions imaginer. Le réseau était relié à de plus grandes centrales électriques ou à ce que l'on appelle plus justement des stations étoiles.
Parfois, il s'agissait de stations isolées et d'autres fois, elles comprenaient des villes entières. Nous allons devoir voler à une altitude plus élevée pour cela. Je dois vous montrer. Accrochez-vous bien et gardez les yeux ouverts. Regardez. La seule existence, sans parler de la construction, de ces structures stellaires, est presque au-delà de notre compréhension. Comme vous l'avez vu, on les trouve partout dans notre monde, avec une cohérence géométrique constante. Une merveilleuse impossibilité. Peut-être disposent-ils d'une technologie qui leur permettait de voir d'immenses étendues de terre d'en haut pendant la planification et la construction. Et il n'y a jamais eu de fort. C'est un conte de fées inventé par nos contrôleurs. L'étonnante précision géométrique et la symétrie des structures en étoiles auraient très probablement servi à renforcer la puissance des générateurs et à éthériser l'eau, ou transformer l'eau en eau vivante énergisée. Nous pouvons voir, en comparant certains de ces sites en ruine et d'autres laissés un peu plus intacts, que l'eau aurait été présente dans toute la structure. Avant que le contrôleur ne détruise et draine la plupart de ces structures, elles étaient remplies d'eau.
Elles étaient reliées aux rivières, aux canaux et aux océans. Elles étaient un élément clé de tout le réseau électrique. Les structures en étoiles sont des fractales de géométrie symétrique, tout comme de nombreux plafonds de ces énormes générateurs d'énergie. Et, comme les magnétrons et les résonateurs des cavités acoustiques, les parois symétriques en diagonale aiguë auraient fait vibrer perpétuellement les ions. Les anciens plans et illustrations, qui ont sans doute été édités ou manipulés d'une manière ou d'une autre, suggèrent à quel point la géométrie en étoile était complexe, intégrée et essentielle à l'ensemble du réseau. Regardez Paris ici. Ce n'est pas évident au premier coup d'œil, mais en regardant de plus près, on se rend compte que l'ensemble de Paris était lui-même une station ou une ville stellaire. Et comme pour tout ce qui était construit dans l'Ancien Monde, ces structures étaient à la fois fonctionnelles et une célébration de la source de leur innovation. Regardez de plus près la géométrie des étoiles ici. Pouvez-vous voir la ressemblance? Le flocon de neige. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé lors de l'expérience de Masaru Emoto avec l'eau? Une vibration éthérée s'exprimant à travers la structure moléculaire de l'eau. Ceux de l'Ancien Monde avaient perfectionné cette science. Ils savaient que la clé pour libérer le potentiel de l'électromagnétisme était le son et l'eau. Imaginez ce qu'ils étaient capables de réaliser. Le son, les vibrations et les fréquences faisaient partie intégrante du succès de leur technologie, au même titre que l'eau. Les habitants de l'Ancien Monde ne cachaient pas leur adoration pour le son. Les traces de cet amour pour le son sont partout. Ces structures étaient littéralement des instruments d'énergie, ou, comme l'a si bien dit ailleurs le dénommé Goethe, la musique est une architecture liquide. L'architecture est une musique gelée. C'est pourquoi tant de générateurs, de condensateurs, de centrales électriques et d'intermédiaires présentent des trous, des frontons, des dentelures, des indentations et une ornementation complexe en 3D. Il s'agissait d'ouvertures structurelles permettant de manipuler les ondes sonores, les vibrations et l'acoustique, afin d'accorder l'énergie électromagnétique avec l'eau de diverses manières et d'obtenir différents résultats. Ils étaient similaires aux instruments aérophones, tels que la flûte, le pipeau, la flûte à bec, le basson et la trompette. L'Ancien Monde vénérait la géométrie de l'étoile, car c'est par l'étude des étoiles dans les eaux supérieures qu'ils ont appris le pouvoir de fusionner l'électromagnétisme, les vibrations et les fréquences avec l'eau elle-même. Tous ces éléments fonctionnent harmonieusement et de concert les uns avec les autres. Cette relation énergétique interconnectée et interdépendante est ce qui rend les étoiles et toute vie possible en premier lieu. Regardez d'un peu plus près la géométrie dansante des étoiles sonoluminescentes au-delà du firmament. Est-ce qu'elle vous rappelle quelque chose d'autre? C'est exact. Tous les magnétrons, de ce que nous appelons aujourd'hui des rosaces, ont été conçus pour refléter les motifs cymatiques des vibrations de l'éther dans l'eau elle-même. L'artiste Tanya Harris était sur la bonne voie en 2013, lorsqu'elle s'est attachée à étudier et à enregistrer la fréquence de résonance silencieuse des églises. En plaçant de l'eau à l'intérieur d'un haut-parleur, elle a pu découvrir la géométrie cachée de ces fréquences de résonance. Les résultats ont montré que même le silence, au sein de ces structures, produisait de puissants motifs cymatiques. Et là encore, voyez-vous la ressemblance? D'autres ont appliqué la même technique et étudié les motifs cymatiques affichés lorsque les cloches sonnaient dans les structures. Regardez les motifs, des magnétrons. C'est pourquoi tant de magnifiques rosaces ressemblent tant à des motifs cymatiques. C'est pourquoi elles ressemblent aux pulsations pétrifiées d'une étoile. Les plafonds entiers de nombreuses cathédrales reflètent également cette géométrie cymatique sacrée. C'est pourquoi tant de ces structures contiennent d'énormes cloches et des horloges à carillons. Les cloches émettent de puissantes vibrations et fréquences qui influent l'approvisionnement en eau de toute une région. Le son influençait la structure moléculaire de l'eau, qui était ensuite utilisée à des fins diverses.
Et ce n'est pas tout. Beaucoup de ces structures abritaient également une autre merveille du monde, le roi du son, l'orgue. Vous êtes-vous déjà arrêté pour regarder certains des grands orgues? Ils n'ont pas été construits par des gens ordinaires au 19e, 18e, 17e et 16e siècle. Comme les structures dans lesquelles ils se trouvent, ils sont une merveille d'élégance et de majesté. L'instrument sonore le plus puissant du monde. Les ondes sonores spécifiques de l'orgue, de basse et haute fréquence, auraient sans doute permis aux habitants de l'Ancien Monde de manipuler l'énergie éthérée comme ils l'entendaient. Les rosaces des magnétrons, qui n'auraient pas contenu de verre, auraient amplifié ces ondes sonores, qui à leur tour auraient influencé la structure moléculaire et les propriétés de l'eau vivante éthérisée. Les orgues auraient eu de multiples usages, fournissant peut-être à des villes entières des fréquences de résonance spécifiques pour la santé et la prospérité. Les fonctions spécifiques de l'orgue ont été délibérément cachées et soustraits à notre connaissance. Il est intéressant de noter que l'histoire officielle affirme que les premiers orgues du monde étaient des orgues à eau, dans lesquels la source d'énergie poussée dans l'air est dérivée par l'eau d'une source naturelle ou par une pompe manuelle. Il s'agit sans doute d'une demi-vérité trompeuse, dissimulant la véritable interaction de l'instrument avec l'eau. Et comme je l'ai déjà dit, la plupart de ces structures avaient des zones à proximité pour stocker et retenir de grandes quantités d'eau. Beaucoup de ces structures comportent des cavités souterraines ou d'énormes citernes, dont certaines ont été vidées et d'autres conservées intactes. Parfois, le système était situé à l'écart et à l'extérieur de la structure. Les contrôleurs ont redésigné nombre de ces zones comme des bains romains. C'est pourquoi l'abbaye de Bath, en Angleterre, est située juste à côté des thermes romains. L'eau était également stockée dans des condensateurs de centrales électriques en briques rouges ou des châteaux d'eau. Les sites rectangulaires ouverts, les réservoirs, les puits et les puits à degrés. C'est pourquoi les puits à degrés ont été construits avec des motifs géométriques précis. Là encore, les structures symétriques favorisent l'oscillation ou la vibration des ions. Elles maintiennent l'eau chargée électromagnétiquement et les aqueducs et viaducs auraient fonctionné de manière similaire. Il est probable qu'un grand nombre des énormes électroaimants que nous voyons dispersés dans notre monde auraient en fait chevauché l'eau qui passe, un peu comme nous le voyons sur le canal de Don-Volga, même s'il est peu probable que l'arc de la Volga soit d'origine et que de nombreuses routes elles-mêmes aient été construites pendant la grande réinitialisation. Il est probable que les héritiers du XIXe siècle aient reçu l'ordre de drainer et de combler un grand nombre des affluents qui transportaient autrefois l'eau. C'est pourquoi nous voyons des douves de châteaux asséchées et des stations en étoiles. C'est peut-être à cela que servait une grande partie de la boue excédentaire que nous voyons à cette époque. Peut-être que de nombreuses maisons et bâtiments ont été construits avec des chambres souterraines pour stocker leurs propres réserves d'eau vivante, et que ces zones ont été détruites, comblées et cachées à jamais par de grandes quantités de boue au cours du XIXe siècle. L'utilisation de l'électromagnétisme, des ondes sonores et de l'eau aurait eu des applications et des utilisations infinies dans l'Ancien Monde. Nous ne saurons jamais rien de la plupart d'entre elles, mais de nombreux vestiges structurels offrent de nombreux indices. L'abondance de remarquables et impossibles demeures seigneuriales, de maisons et d'hôtels particuliers que l'on trouve dans notre monde indiquent tous les pratiques agricoles à grande échelle de l'Ancien Monde. Nous parcourons des kilomètres pour nous émerveiller de leur beauté et de leur grandeur, mais plus impressionnant que les structures elles-mêmes sont leurs jardins et leurs jardins d'eau. Nous avons le palais de Versailles, le palais de Dresden, le palais royal de Cassert, le palais de Nymphenburg, le palais Herrenhausen. Aujourd'hui encore, ils conservent une grande partie de leur splendeur et de leur éclat. Mais c'est lorsque nous regardons certains des anciens plans de ces zones que nous réalisons à quel point ces sites étaient hors du commun.
Ils n'ont jamais été construits pour loger l'élite. C'étaient les fermes de l'ancien temps. Regardez les jardins. Ce sont des jardins cymatiques. Même à partir de ces vieux plans illustrés, nous pouvons voir à quel point ces fermes étaient gargantuesques. Des systèmes de réseau microcosmiques suggérant l'ensemble du grand réseau électrique lui-même. Les jardins cymatiques étaient probablement des réseaux entretenus par le son et l'eau vive pour faire pousser de la nourriture, des herbes et qui sait quoi d'autre. Même les scientifiques contemporains reconnaissent ouvertement que les ondes sonores influencent fortement la croissance des fruits, des légumes et des cultures. Et jusqu'à aujourd'hui, certaines de ces structures conservent une grande partie de leur gloire lorsqu'elles sont vues d'en haut. Le palais de Versailles est une